la une de l'actualité, plus de 1000 leaders du monde des affaires sont attendus ces 21 et 22 mars sur le sol ivoirien. Le pays accueille la 4e édition de l'Africa CEO Forum. Le chef de l'État a assisté ce matin à l'ouverture de la rencontre internationale. Journée mondiale de la forêt aujourd'hui 21 mars. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de célébrer cette date en même temps que la journée mondiale de l'eau pour avoir un meilleur impact au vu du caractère vital de ces ressources naturelles. Au Bénin, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle face à l'homme d'affaires Patrice Talon. Il l'a même félicité hier soir alors que les résultats officiels ne sont pas encore connus. Une nouvelle semaine commence. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de ce lundi 21 mars sur RTI 1. Ouverture officielle aujourd'hui de l'Africa CEO Forum. Le chef de l'État a assisté à l'ouverture de cette rencontre internationale des décideurs et financiers du secteur privé africain. Plus de 1000 leaders du monde des affaires sont attendus. C'est une initiative de la Banque africaine de développement et du groupe Jeune Afrique. Dans son intervention, le président Alassane Ouattara a souligné l'importance et le rôle capital du secteur privé africain dans le développement du continent. Nous l'écoutons. Le choix de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette édition de l'Africa CEO Forum, regroupant de nombreux chefs d'entreprise d'Afrique et du monde, n'est pas fortuit. Il est en parfaite harmonie avec la vision du gouvernement ivoirien de voir le secteur privé jouer un rôle important, je dirais même plus important, dans le développement économique et social de notre continent. Honorables invités, mesdames et messieurs, les défis auxquels notre continent fait face sont énormes. Après la décennie écoulée, nous devons maintenir la croissance économique de notre continent dans un environnement international morose, avec des cours de matières premières en forte chute. Les marchés financiers internationaux montrent des signes de repli sur les pays émergents, ce qui se traduit par une hausse des coûts des financements en Afrique. De plus, l'environnement international nous montre un peu plus chaque jour que pour vivre en paix, il est impératif de nous développer, car le développement, c'est la création d'emplois et surtout pour l'emploi des jeunes, qui sont instrumentalisés malheureusement souvent par les terroristes. Le développement passe par la transformation de nos économies, notamment par l'industrialisation du continent africain. Et l'Afrique doit faire en sorte d'absorber une plus grande part de la valeur ajoutée dans la transformation des matières premières que nous produisons et qui sont exportées à l'état brut. C'est ainsi que notre continent pourra créer encore plus de croissance, plus de richesses et plus d'emplois. Et à cet égard, notre système éducatif doit être réformé afin d'être plus flexible et en meilleure adéquation avec les besoins du marché de l'emploi, avec les besoins de vos entreprises, je devrais dire, car c'est cela le plus important. Le secteur public n'a plus les moyens de continuer d'engager du personnel. Honorables invités, mesdames et messieurs, il est crucial d'offrir à nos peuples et à notre jeunesse l'espoir du lendemain meilleur. Il nous faut offrir à nos jeunes des emplois afin qu'ils participent activement au développement de notre continent. Il nous faut donc une croissance économique inclusive, forte et sur le long terme. Pour ce faire, nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera le plus à accélérer le développement économique de l'Afrique. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert des technologies. Notre vision est que seul un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le secteur privé et le secteur public permettra à nos économies de prospérer de façon pérenne. Le vice-président kényan est arrivé à Abidjan dimanche soir. William Ruto a été accueilli à l'aéroport par le ministre ivoirien des Affaires étrangères Albert Mabry Touakeus. Il est venu apporter tout son soutien à la Côte d'Ivoire après l'attaque de Grand Bassam. Hier dimanche, une semaine donc après cette attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire a rendu hommage aux victimes. Le chef de l'État, des personnalités politiques, religieuses et coutumières ont assisté à cette cérémonie sobre et solennelle. Jérôme Kofi Abola.
Avec cet hommage de portée nationale à Grand Bassam, victime d'attaques terroristes, il n'y a pas meilleure façon de reconnaître son importance à cette belle cité balnéaire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour avoir été la première capitale ivoirienne. Grand Bassam, tel qu'attaqué ce dimanche 13 mars 2016, c'est donc toute la Côte d'Ivoire qui est meurtrie, touchée dans sa chair. D'où la présence au plus haut niveau du président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Cette journée d'hommage était un moment important pour la nation. Il fallait venir dire à tous nos concitoyens que la Côte d'Ivoire est debout. Mais avant toute chose, nous devions venir rendre hommage aux victimes, celles qui sont décédées, leurs proches, les blessés, et dire que la nation ivoirienne présente ses condoléances aux familles de toutes les personnes qui ont été lâchement assassinées et que nous présentons toute notre compassion et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. C'est important de dire à nos concitoyens que des moments de ce genre doivent renforcer notre unité, notre volonté de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Nous allons très rapidement donner des éléments précis car les enquêtes ont bien évolué. Et il faudrait que l'on sache que les terroristes sont seuls et que ce sont des barbares et qu'ils ne doivent pas être associés à un pays, à une race ou à un groupe de gens. Ce sont les terroristes qui doivent être anéantis et non pas les personnes qui viennent de leur pays ou des pays voisins à eux. Je voudrais insister pour dire que la Côte d'Ivoire a démontré sa capacité de réaction. Et nous allons renforcer le renseignement et la coordination des renseignements avec les pays voisins, dont tous les chefs d'État ont envoyé des délégations. Avec les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, notre premier cercle, mais également avec tous les pays de la CEDEAO et bien évidemment les pays du continent et de tous nos partenaires. Nous voulons démontrer au monde que même si ces attaques sont inévitables ici ou là, nous avons la capacité de réaction. Et je voudrais que les Ivoiriens soient rassurés que nous avons une armée, un service de renseignement qui sont à la hauteur des pays les plus modernes. Nos condoléances à la nation, nos condoléances aux parents des victimes et surtout nos vœux de prompt rétablissement. Vive la Côte d'Ivoire! Le chef de l'État, avec son épouse Dominique Ouattara, entouré par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ainsi que des personnalités politiques, administratives, civiles et traditionnelles. Tout cela pour partager ce moment de recueillement fait essentiellement de libations, prières et d'allocutions pour dire « plus jamais ça ». Un moment de recueillement également marqué par des gestes de soulagement. Outre la somme de 15 millions offerte par le président de la République aux populations de Grand Bassam, chaque famille des personnes décédées a reçu de la part de l'État un chèque avec un montant d'1 million de francs CFA. Quant aux blessés, au nombre de 24, ils ont reçu chacun une somme de 500 000 francs CFA. Tout cela dans une ambiance non morose, mais plutôt solennelle, conviviale et réconfortante. Pour Bassam, à l'image de toute la Côte d'Ivoire, pas question de se laisser abattre pour donner raison à la barbarie. En plus des autorités, plus de 2000 personnes se sont rassemblées dans le stade de Grand Bassam pour dire non au terrorisme. 19 personnes ont perdu la vie, 33 autres ont été blessées le 13 mars à Bassam. Tijanaïma. Hasard ou signe du destin? La ville historique de Grand Bassam est embarquée une fois encore dans le train de l'histoire depuis le dimanche 13 mars, où la première attaque terroriste en terre d'Eburni a été perpétrée sur ces plages, faisant plusieurs morts et blessés. À la cérémonie officielle d'hommage aux victimes ce dimanche 20 mars, au stade de Grand Bassam, les Ivoiriens de toute tendance politique et sans distinction de religion étaient présents, soudés autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Belle image de cohésion et de détermination face à l'ennemi commun. Dans les discours, il n'y avait pas de mots assez durs pour condamner l'acte ignoble.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sans détour, a qualifié les auteurs de l'attaque terroriste de vulgaires criminels guidés par le désir du gain facile. Yako, il faut à toute la nation. Les terroristes veulent nous voler notre mode de vie. Ils veulent pratiquer l'exclusionnisme religieux. Ces soi-disant érudits veulent nous sanctionner en nous tuant. De quel islam se prévalent-ils, eux qui ont tué des musulmans? Car parmi les victimes, il y a de nombreux musulmans. Eux qui méprisent la vie humaine. Ce sont des terroristes, ce sont des criminels qui sont mus par le trafic des armes, le trafic de drogue et de tout trafic en tout genre. Quand on les appelle terroristes, ils se réjouissent parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont mus par le gain de l'argent. Ce sont des vulgaires criminels. Parce que la religion musulmane que beaucoup d'entre nous pratiquent nous enseigne des vertus de paix et d'amour. C'est écrit dans le Coran, « Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun », c'est-à-dire nous appartenons à Dieu et nous retournons à Dieu. Donc on n'a pas besoin d'eux pour interférer dans notre relation spirituelle avec Dieu. Si dans son adresse à son peuple, au lendemain de l'attaque de Grand Bassam, le président de la République Alassane Ouattara avait appelé les populations à refuser la peur et à continuer à vivre ensemble, à sa suite, le ministre Ahmed Bakayoko, dans un langage propre aux Ivoiriens, les a exhortés au courage et à l'union. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont tombés sur des gens qui ont un moral fort, parce que l'Ivoirien ne yoït pas. L'Ivoirien n'a pas peur. Jeunes, est-ce que vous avez peur des terroristes? L'Ivoirien ne yoït pas. Parce qu'on est ensemble, on est au COI. Quel est le but de ces gens? Quel est le souhait de ces terroristes? Comme leur nom l'indique, c'est s'aimer la peur, inspirer la peur, la suspicion, la haine entre les religions, entre les communautés, s'aimer le désordre et le chaos. Parce qu'effectivement, après ce genre d'actes, dans la douleur et la souffrance des peuples, il peut y avoir de la méfiance entre les communautés. C'est le but. C'est pourquoi notre première réponse doit être de montrer que la nation est unie, que nous sommes unis, que nous sommes ensemble. Tous les pays qui ont subi ce genre d'agression ont eu comme première réponse l'unité de la nation. Transcender toutes nos divergences pour faire front. C'est la seule manière de faire face à ces criminels d'un type nouveau. On a aussi félicité au cours de cet hommage national les forces de défense et de sécurité qui font aujourd'hui la fierté de toute la nation ivoirienne pour la rapidité de leur intervention. Reconnaissance a été aussi exprimée à l'endroit de ceux d'entre eux qui sont tombés au combat. Mais cette reconnaissance est allée en premier à l'endroit du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara. Grand Bassam me charge de vous dire, Monsieur le Président, merci. Oui, merci d'avoir permis, en votre qualité de chef suprême des armées, à nos forces de défense et de sécurité de réagir de la manière la plus prompte, appropriée et professionnelle. Nous en sommes les témoins privilégiés. Ce qui a évité certainement à la Côte d'Ivoire un bain de sang beaucoup plus important. C'est pour cela que vous me permettez ici de louer
de courage, la détermination de ses forces et de m'incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Mais plus encore, Monsieur le Président, votre présence effective et immédiate à Grand Bassam, seulement 2 à 3 heures après les événements, nous a beaucoup rassurés. Les Bassamois me chargent encore de vous dire merci pour ce conseil des ministres tenu ici à Grand Bassam, 3 jours seulement après ce douloureux événement. Conseil au cours duquel vous avez pris des mesures d'accompagnement et d'appui à l'endroit des hôteliers, des artisans, de la mairie. Merci enfin pour votre présence encore une fois ce jour pour la cérémonie d'hommage ici à Grand Bassam avec l'ensemble de votre gouvernement. Comme l'a souhaité le président de la République, un soutien de l'État a été apporté aux ayants droit des victimes décédées, ainsi qu'aux victimes blessées. Nous sommes rassemblés pour saluer la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie et apporter la compassion de l'État et de la nation à leurs familles. Il s'agit non seulement des familles de nos compatriotes, mais aussi de celles des personnes venues des autres parties du monde qui vivaient avec nous, avec qui nous avions appris, pour certaines, à partager nos joies et nos peines. Il s'agit également des familles de nos vaillants soldats morts en héros pour la patrie. Leur sacrifice, malgré notre douleur, nous remplit d'une grande fierté. Nos pensées vont aux blessés, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Permettez-moi de rendre ici un vibrant hommage à tous les médecins et secouristes dont le professionnalisme et l'abnégation ont permis de sauver des vies. Avec émotion, le porte-parole des victimes a remercié le président de la République pour ce geste de solidarité. Je voudrais, au nom des victimes, vous traduire, Monsieur le Président, toute la gratitude des familles des blessés et celle des personnes décédées pour la spontanéité et la promptitude avec lesquelles le gouvernement a su gérer cette situation, sinon on aurait enregistré plus de morts et de blessés. Monsieur le Président de la République, nous vous disons merci infiniment. Nous disons également merci au gouvernement, à toute la Côte d'Ivoire et aux amis de la Côte d'Ivoire. Hommage aux victimes de l'attaque terroriste à Grand Bassam, la cérémonie de ce 20 mars, organisée dans la cité balnéaire, constitue la première étape. Une autre grande cérémonie aura lieu au camp Gallieni en l'honneur des soldats tués au combat contre les terroristes. La Côte d'Ivoire est plus que jamais unie face à la menace terroriste. Tous les leaders politiques ont pris part hier à cet ultime hommage de la nation aux victimes de Grand Bassam. Mahamadou Traoré, Abiba Dombele Sawé. Donner l'image d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire face au terrorisme, un pari réussi par la classe politique ivoirienne depuis le drame survenu à Grand Bassam le dimanche 13 mars. Une semaine durant, pouvoir et opposition ont fait bloc face à un ennemi commun, le terrorisme. Et la présence ce dimanche des leaders de l'opposition à la cérémonie d'hommage national aux victimes en témoignait. Une cérémonie pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés, pour apporter la solidarité à toutes leurs familles, mais une cérémonie aussi pour manifester, je dirais, la vitalité et l'unité du peuple ivoirien face à toutes les agressions d'où qu'elles viennent. Notre présence manifeste notre volonté de se retrouver unis. Bien sûr, nous sommes dans la douleur et nous espérons que nous pourrons continuer à être unis. Une cérémonie qui montre que toute la Côte d'Ivoire est debout et que ce qui nous est arrivé, on prie pour ne plus que ça se répète. Et ça permet aux filles de la Côte d'Ivoire de s'armer davantage, de réagir dans la même direction que de protéger le pays. C'est dur, l'émotion est terrible, mais la Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire restera debout. Aujourd'hui, nous pleurons nos enfants et nous pensons que demain, ce genre de situation ne va plus se répéter. C'est dans la cohésion. Quand je dis cohésion,
Je parle de l'investissement que chacun des citoyens doit donner à ce travail de résistance pour qu'on fasse face à ce défi important et aux autres défis de développement. Nous sommes venus pour apporter notre compassion au président de la République qui, dès les premières heures, a coordonné les opérations et a fait de sorte qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit debout de nouveau. Force est donc de constater que les terroristes ont échoué à semer le trouble dans le débat politique en Côte d'Ivoire. La preuve que le pays fait chaque jour un pas de plus vers la maturité démocratique. Les présidents d'institutions, avec à leur tête la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Diagri Diabaté, se sont rendus hier après-midi au CHU de Treichville. Ils sont allés manifester leur soutien aux blessés de l'attaque du dimanche dernier. Les victimes ont également reçu des enveloppes en montant symbolique de 400 000 francs CFA par personne. Alexis Drago. Pour marquer la solidarité des institutions de la République de Côte d'Ivoire ce dimanche, les présidents, ensemble, ont fait le déplacement sur la ville historique de Grand-Bassam. Un message fort à la suite de celui du chef de l'État. Nous sommes à vos côtés. Il s'agit d'un événement national, donc notre Yako à la nation. Nous sommes à la disposition de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui doit être entrepris pour faire en sorte d'enrayer le mal que nous connaissons, qu'on puisse le faire. Donc les présidents d'institutions sont prêts à travailler avec le gouvernement, avec le chef de l'État, pour faire en sorte qu'il y ait une action positive. Après le dépôt de gerbes de fleurs, cap sur le CHU de Treichville pour une visite aux 12 blessés. Ils ont chacun reçu des mains des présidents d'institutions une enveloppe de 400 000 francs CFA. Dans un tout autre registre, la journée mondiale de la forêt, c'est aujourd'hui 21 mars. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de célébrer cette date en même temps que la journée mondiale de l'eau, qui, elle, est célébrée le lendemain, 22 mars, pour avoir un meilleur impact au vu du caractère vital de ces deux ressources naturelles. Malika Koulibaly et Moussa Konaté. Le 21 mars est célébrée la journée internationale des forêts et le 22 mars, la journée mondiale de l'eau. Deux célébrations pour faire prendre conscience de la nécessité de la préservation de ces ressources naturelles et de promouvoir leur gestion durable. En s'investissant pleinement dans la reconstitution des forêts et en assurant leur gestion durable, la Côte d'Ivoire créera les conditions favorables à la poursuite de son programme agricole, levier essentiel de l'économie nationale. Les forêts pourront alors remplir leur fonction principale de protection de l'environnement, des sols et des eaux, contribuant ainsi non seulement à la réduction du déficit hydrique et à l'amélioration de la gestion des ressources en eau, mais aussi à la sauvegarde de nombreux emplois dans différents secteurs d'activité. La forêt et l'eau, deux entités fortement liées, d'où l'intérêt de reconstituer le couvert forestier pour assurer la protection des ressources en eau et la diversité de la faune. La ville d'Abidjan représente un exemple concret du lien entre forêt et ressources en eau. En effet, la nappe souterraine qui permettait d'alimenter les populations de cette agglomération en eau potable n'arrive plus à se recharger depuis la destruction des blocs forestiers aux alentours de la ville. La forêt d'Abobo, la forêt de la Gibi en sont des exemples. En conséquence, l'État est obligé d'aller chercher de l'eau sur de longues distances, à Bonoua par exemple, pour approvisionner les dites populations. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de combiner la célébration de ces deux journées. La journée internationale des forêts a pour thème les forêts et l'eau, et la journée mondiale de l'eau, eau et emploi. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle au lycée professionnel de Grand-Laou, Paul Kofi Kofi, est allé se rendre compte des conditions d'apprentissage sur place. Thomas Guessombi. D'une pierre deux coups, c'est ce que fait Paul Kofi Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Prendra part aux activités de son collègue du gouvernement, mais aussi rendre visite au lycée professionnel de Grand-Laou, structure sous tutelle.
À la rencontre des pensionnaires et encadreurs du lycée, le ministre Paul Kofi Kofi est allé surtout communiquer sa vision pour le département dont il vient d'hériter et qui a de réels défis à relever. Quand le premier responsable de l'établissement lui présente le tableau, le ministre n'en retient que deux choses: les excellents résultats obtenus aux examens et le manque d'équipement pour mieux faire. Paul Kofi Kofi assure ses hôtes de sa détermination à les aider. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé que l'école obligatoire soit une réalité et que l'enseignement général tout seul ne peut pas réaliser cet objectif. Nous devons l'accompagner, mais en l'accompagnant, il faut que les élèves qui s'engagent dans ce temps d'enseignement aient, n'est-ce pas, l'envie et la motivation pour pouvoir l'assumer, parce qu'au bout de cela, ce sont des ressources humaines qualifiées que nous allons produire pour la Côte d'Ivoire, que cela puisse accompagner la forte croissance que notre économie connaît, pour que réellement nous ayons l'émergence en 2020. Fruit de la coopération ivoiro-espagnole, le lycée professionnel de Grand Laou a ouvert ses portes en 2002 sous l'étiquette Centre de formation au métier de la pêche, avant de se faire rebaptiser sous sa désignation actuelle. Renforcement de capacités pour les gestionnaires de données des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils ont appris à maîtriser un logiciel pour la mise en place d'une base de données pour la gestion des armes marquée par la COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Abou Sanogo. Cet outil devra permettre à 17 sites de forces républicaines de Côte d'Ivoire d'être connectés à l'état-major général à Abidjan dans le but de centraliser la gestion des mouvements d'armes. À l'occasion de la formation de 35 gestionnaires de données des forces républicaines de Côte d'Ivoire sur l'utilisation d'un logiciel pour la mise en place de données pour la gestion des armes marquées au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la COMNAT-LPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, a affirmé que la sécurisation physique des stocks des forces nationales est une activité prioritaire dans la réforme du secteur de la sécurité. À sa suite, le responsable de la sous-commission Opération Sécurité de la COMNAT-ALPC, exposant sur le thème Relations marquage, enregistrement, gestion des stocks et traçage, a souligné l'existence de certains instruments juridiques et physiques qui peuvent contribuer à un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre. Le chef du département informatique de la COMNAT-LPC est intervenu sur l'interconnexion et base de données des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Puis, une phase pratique s'est tenue sur l'enregistrement d'une arme, la gestion des mouvements des armes, la maintenance d'un ordinateur, l'administration du réseau et la sauvegarde des données dans le logiciel. La COMNAT-LPC a dans sa composante gestion des stocks d'armes et munitions un programme d'installation de bases de données au sein des forces en charge de la sécurité et de la défense. Les acteurs de la filière anacarde de Bondoukou dans le nord-est du pays se sont réunis pour discuter du déroulement de la campagne 2016. Ils entendent identifier et éliminer les blocages et difficultés auxquels ils font habituellement face. Thérèse Yoboué. Un seul point était au centre de cette rencontre des acheteurs de la filière anacarde du district du Zanzan. La présence des exportateurs borchans, contrairement à des dispositions pratiques de la commercialisation de noix de cajou arrêtées par le Conseil du coton et de l'anacarde. Nous avons constaté depuis pratiquement près de 3 ans la présence massive des exportateurs au borchant. Toute situation qui rentre en déphasage avec la réglementation en vigueur. Finalement, si cette situation perdure, nous qui sommes les intermédiaires, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Selon Ayéadou, l'exportateur ne doit effectuer des achats qu'auprès des acheteurs et sociétés coopératives pour un volume d'au moins 30 tonnes de noix de cajou. Le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde a réaffirmé la volonté de sa structure de tout mettre en œuvre pour assurer à tous les acteurs de la filière une bonne campagne. Je demande à la plateforme de nous faire confiance. Il y a un comité de veille qui est là, qui est présidé par le préfet de région, et au niveau de tous les départements également, il y a un comité de veille qui va veiller à ce que toutes les dispositions de la campagne soient respectées par toutes les parties. Le prix du kilogramme de la noix de cajou borchant
a été fixé à 350 francs CFA. La région du Gontougo a produit cette année 150 000 tonnes de noix de cajou. La journée d'hier a été marquée par plusieurs scrutins sur le continent africain. Au Bénin, avant même la publication des résultats, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle face à l'homme d'affaires Patrice Talon. Une nuit électorale chaude et mouvementée ce dimanche 20 mars au quartier général de campagne du candidat Patrice Talon. Les militants, au regard des tendances des bureaux de vote, ont commencé à jubiler dans les rues de Cotonou en chantant la victoire de Patrice Talon. Sébastien Javon, Abdoulaye Bouchane, Pascal Irénée Koupaki et d'autres candidats alliés à la coalition de la rupture se sont joints à la fête. Patrice Talon a donc exprimé sa reconnaissance aux militants. Les bulletins qui sont peut-être décomptés ne comptent que 7. C'est infiniment insignifiant dont la victoire est la force. Nous sommes contents pour une chose, nous sommes ravis que notre pays tourne la page pour le candidat Patrice Talon, entouré de tous les autres. C'est une mission favorable. Avant même la consolidation et l'annonce des résultats provisoires de ce second tour par la Sénat, Lionel Zinsou, candidat de l'Alliance républicaine, a déjà reconnu sa défaite en félicitant dans la nuit du dimanche à lundi son challenger Patrice Talon. Une victoire annoncée par les tendances des dépouillements que doit confirmer la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. La Commission prévoit faire une déclaration ce lundi en début d'après-midi. C'était un reportage signé Gabriel Zani, envoyé spécial de la RTI au Bénin. Voilà pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon début de semaine à tous.